Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. L'entrepreneuriat, un secteur qui intéresse de plus en plus les jeunes béninois afin de booster la croissance économique. Plusieurs opportunités s'offrent à eux dans ce domaine. De la provende locale pour donner une place de choix à la pisciculture au Bénin, une initiative de certains exploitants agricoles, tout sur le processus de fabrication dans ce journal. Enfin, nous ferons un tour dans l'univers des religions endogènes. Quel style vestimentaire pour quelle divinité? La réponse avec Sylvania Tchano. Merci de votre fidélité. S'investit dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique. De nombreux jeunes en fin de formation s'orientent de plus en plus vers ce secteur. Quelles sont les filières d'opportunités qui leur sont offertes? Éléments de réponse dans ce reportage de Dean Bouraïma et Patrick Adjagbodou. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Ouémé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soit respectées à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. Développer la pisciculture pour en faire un secteur important, c'est l'objectif de certains exploitants agricoles et ils privilégient désormais la fabrication de la provende locale. Comment fabriquer ces provandes? Les explications dans ce reportage de Armel Dosukago.
Généralement importée dans un passé récent, la provende pour l'élevage du poisson est désormais produite sur place. Nous approvisionnons la matière première sur place. Il s'agit de champs de blé, champs de maïs, farine de poisson et j'en passe. On passe ça dans un moulin qu'on écrase, on réduit en farine. Et après, on utilise la granuleuse pour mettre tout ça, le mélange en grains. Ces provandes produits ici au Bénin présentent quelques avantages, surtout en ce qui concerne le prix à l'achat. L'autre aliment qui est importé est bien riche en nutriments, mais selon son coût, nos pisciculteurs n'arrivent pas à l'utiliser et rentrer dans leur fonds. D'abord, l'aliment importé, le kilo est à 1000 francs. Et ce que nous préparons localement tourne autour de 500 francs. Il est vrai que le coût est compétitif et permet d'avoir du poisson à un prix intéressant pour le consommateur et pour le pisciculteur, mais cela n'en demeure pas moins que la flottabilité, un des critères de choix en la matière, n'est pas aussi bien que celui des provandes importées. Les poissons viennent manger en surface, donc l'aliment doit pouvoir flotter. L'aliment importé que nous achetons et qui est autour de 1000 francs le kilo, c'est un aliment qui flotte correctement sur l'eau. Donc ça permet aux poissons de venir manger aisément. Ce que nous fabriquons ici n'a pas pour autant une flottabilité nette. Et c'est en fonction de ça, nous incorporons des matières premières qui vont rendre un peu léger l'aliment pour que les poissons puissent vite venir manger avant que l'aliment ne se plonge. Les recherches doivent se poursuivre dans ce sens afin d'améliorer le prix de la provende et réduire le coût de la production halieutique. Couleur brillante du bois, c'est le thème d'une exposition au Centre culturel chinois de Cotonou. L'objectif est de familiariser les Béninois avec les estampes chinoises. On fait le point avec Hospice Rontonou. Des estampes à Cotonou. Voulez-vous les voir? Faites un tour au Centre culturel chinois. Ce sont des images gravées sur du papier ou du bois, faites de différentes peintures. Ces images d'une beauté sans pareille rayonnent de 1000 couleurs. En exposition jusqu'au 26 février 2018, elles annoncent l'année du chien qui commence le 16 février prochain. Toutes les estampes se sont réalisées au début par les paysans. Ça fait déjà des milliers d'années. Pour fêter le Nouvel An chinois, chaque famille, quand la fête du printemps arrive, il fabrique les estampes pour coller sur les portes, sur les fenêtres, sur les vitres, même contre les murs. C'est pour exprimer leur festivité. Le public béninois présent au Centre culturel chinois est ébahi. Il salue la créativité des auteurs de ces estampes. J'ai vu des œuvres qui m'ont vraiment épaté. La première chose à faire, c'est de faire visiter les enfants pour déclencher davantage chez eux leur aptitude à parfaire les travaux qu'ils font déjà. Et en termes de finition, moi je ferai tout pour que un public plus important visite cette exposition. Nous sommes en présence d'estampes formidables. Je suis peintre et quand je vois que c'est des impressions d'estampes qui donnent ce genre de résultats, je dis à mes collègues et amis artistes, nous avons de la matière, nous avons des choses à faire. Voilà une exposition qui montre le quotidien des Chinois, qui peint le quotidien des Chinois, à travers laquelle les Chinois se reconnaissent. Et quand vous voyez ça, ça inspire la vie au quotidien. Chapeau, on peut apprendre de ce qu'ils ont fait. Mais je me souviens que par le passé, il y a de cela une vingtaine d'années, si ma mémoire ne me trahit, un Béninois avait déjà compétit et retenu pour participer à une telle exposition internationale. Ces œuvres d'art vous plongent dans les réalités, les croyances et les valeurs de la Chine d'hier et d'aujourd'hui. Environ une cinquantaine, ces estampes ont pris d'assaut la grande salle du Centre culturel chinois.
Parlons maintenant culture. Les adeptes des religions endogènes sont reconnaissables par le style vestimentaire qui diffère d'une divinité à une autre. Le plus souvent, ils portent des pailles et des perles qui définissent leur apparence. Sylvania Tchanou s'est intéressée au sujet. Voici son reportage. Le vestimentaire, un élément capital dans le vaudou. Il diffère d'une divinité à une autre. Chez les Egungun, ce sont les babouches ornées de perles, le masque et d'autres éléments capitaux que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je m'en vais vers Obasalako qui est là. Obasalako, Obasa veut dire le roi. Et je crois que la maison dans laquelle nous nous trouvions aujourd'hui, c'est la première personne, notre aïeul, qui fut le roi de cette collectivité. C'est pourquoi vous voyez ce tam-tam sur sa tête. Tout ce que nous faisons pour un revenant, c'est des trucs qu'on demande toujours par le fa. C'est vrai, les pères ne sont pas comme les autres. On a voulu donner un peu de look à l'accoutrement. C'est ça que tu es en train de voir vis-à-vis du poteau. Cependant, ces éléments qui les caractérisent sont également signes de distinction selon le grade et le rang. Les jumeaux représentent beaucoup de choses dans la maison. Sans les jumeaux, nous ne pouvons rien faire. Des fois, les jumeaux sont sortis d'abord pour présenter la maison, pour faire de talakou, comme on le dit, de la maison, avant que les autres ne sortent. Et c'est le chef de famille qui sont en dernière position. Tout ce qu'il y a sur un revenant, c'est à apprendre. C'est sacré. C'est sacré. Quand tu prends ce que tu vois comme tige dans la main de Obasalako, chaque endroit a son nom. Quand tu prends le revenant debout comme ça, chaque partie de ce revenant a son nom. Contrairement au Egungun, pour les adeptes de la divinité Tronkwitové, le vestimentaire n'a pas une connotation particulière. Nous n'avons pas un code vestimentaire que nous respectons. C'est seulement ceux qui sont les Vaudunsi, que nous appelons communément dans notre congrégation les Tronsi, qui, eux, quand l'esprit vient et qu'ils entrent en transe, l'esprit exige des tenues données et ils ne s'habillent pas comme les personnes ordinaires. L'esprit peut s'habiller en couleur blanche, en couleur rouge ou bien le mélange de toutes les couleurs. Ici, seuls les dignitaires ont un style vestimentaire bien défini. Il y a le chapeau qui les différencie. C'est seulement le Osofo qui a le droit de porter des chapeaux. Et sur le chapeau, il y a un talisman que les gens entourent autour du chapeau. Et c'est ça qui prouve que le Osofo, celui-ci, il a été consacré, installé sur un siège donné. Maintenant, à part celui-là, je crois qu'il y a des Bosofo. C'est celui qui suit directement le Osofo. C'est lui aussi, il peut porter le chapeau si on lui donne l'autorisation. Voilà, tout est une histoire d'hierarchisation. L'apparat vestimentaire en milieu vaudou fait partie intégrante du patrimoine culturel et cultuel du Bénin. Actualité hors des frontières béninoises et nous démarrons par la Côte d'Ivoire où un mouvement de grève a été observé dans différents services administratifs. Un débrayage d'une semaine des agents du ministère de l'Intérieur à l'appel de leur syndicat qui dénonce la non-application de certaines résolutions concernant leurs conditions de travail. Selon le syndicat qui a lancé ce mouvement de grève, ils sont près de 18 000 fonctionnaires concernés par une petite dizaine de revendications dans tout le pays. Cela va d'indemnités d'astreinte réclamées au paiement d'indemnités de logement pour les cadres des préfectures et sous-préfectures. Plus étonnant, le syndicat réclame aussi la tarification des actes lorsque leurs concitoyens viennent chercher en préfecture un certificat de naissance ou de mariage, par exemple. Par cette grève et leurs revendications, les syndicats soulèvent un certain nombre d'anomalies pour le moins étonnantes pour des fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires en grève jusqu'à dimanche attendent toujours de rencontrer un représentant du ministère de l'Intérieur dont ils relèvent.
Le gouvernement marocain approuve 48 projets d'investissement d'un montant total de 3,4 milliards de dollars pour 20 000 emplois en vue. En termes de volume, le secteur de l'industrie occupe la première place avec des investissements de l'ordre d'environ 2 milliards de dollars, soit 59% du total des investissements approuvés. Vient ensuite le secteur du dessalement d'eau de mer. Les secteurs du transport et des infrastructures recevront quant à eux 10% des investissements prévus. À noter par ailleurs que les investissements nationaux représentent la majeure partie des projets. Ceux-ci concernent notamment les grands projets prévus dans le secteur de l'industrie, du commerce, du transport et des infrastructures. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour ce 12h45. Je vous retrouve demain, toujours à la même heure pour d'autres informations. Merci de nous avoir suivis.